Sylvie, vous êtes la mère de Christophe, Francis, vous êtes son beau-père et Maxime Glaise, vous êtes son frère. Sylvie et Francis, vous étiez à Tizi Ouzou la semaine dernière en Algérie, c'était mercredi dernier. Le jour du procès en appel de Christophe, Maxime, vous étiez au siège de RSF, il y avait aussi Paul qui était avec vous. Oui. Christophe a été condamné mercredi à 7 ans de prison ferme. Ce matin, vous avez été reçu au Quai d'Orsay. Pendant des mois, on vous a conseillé de garder le silence. Je voulais savoir pourquoi aujourd'hui vous prenez la parole. Sylvie. On prend la parole parce que en juin, Christophe a été condamné à 7 ans de prison ferme. Avant, donc avant, on pensait qu'il était en liberté sous contrôle judiciaire, donc on pensait à une peine légère. La condamnation le 29 juin nous a réveillés. Et aujourd'hui, avec son procès en appel, ce qu'on veut, c'est une mobilisation énorme, une médiatisation pour que Christophe ne reste pas dans les geôles algériennes parce que c'est très difficile. Si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, quand la justice fonctionne normalement, on respecte la justice et on écoute ce qu'elle va nous dire. On a assisté à un procès pendant 9 heures il y a quelques jours. Et au bout de 9 heures de procès, et en entendant le verdict, on s'est dit que ça ne marchait pas du tout comme ça et que manifestement les choses se décidaient ailleurs que dans ce jury. Et donc à partir de ce moment-là, on change de scène. On n'est plus sur une scène juridique. Quand vous y étiez, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Quels étaient les détails, quels étaient les éléments qui vous permettaient de dire ça ? C'est-à-dire que le président du jury a toujours, disons, questionné Christophe à charge, alors que c'est normalement le procureur général qui le fait. Christophe a répondu à toutes les questions, ses avocats ont répondu absolument à toutes les questions, et donc il s'est avéré à la fin de la journée qu'il n'y avait plus aucun chef d'accusation qui tenait debout, il n'y avait plus rien dans le dossier. Et donc nous étions entourés de juristes, d'avocats qui étaient venus aussi pour assister à ce procès. Et à l'audition du verdict, ils ont tous été absolument stupéfaits d'entendre ça, puisque lorsqu'on entend pendant 9 heures un procès et qu'on a entendu ce qu'on a entendu et avoir ce verdict à la fin, on s'est dit quelque chose ne colle pas. Alors on va revenir sur le procès. Juste avant, on va voir avec Paul et Étienne. Paul, tu commences. Oui, on va refaire la chronologie de toute cette affaire complètement folle. Tout a commencé en mai 2024 en Kabylie, une région montagneuse dans le nord de l'Algérie, une région où prospèrent des mouvements indépendantistes. En mai 2024, Christophe Glaise fait un reportage sur un club de foot de la région, la JSK, Jeunesse Sportive de Kabylie, un club qui est très surveillé par les autorités algériennes pour sa proximité avec un mouvement indépendantiste kabyle. Christophe Glaise est arrêté par la police et plus d'un an plus tard, le 29 juin 2025, il passe au tribunal. Première condamnation. La France a officiellement déploré aujourd'hui la condamnation d'un journaliste français par la justice algérienne. Christophe Glaise, spécialiste du football pour les magazines SoFoot et Society, a été condamné à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. Apologie du terrorisme. Avec l'écrivain Boualem Sansal, Christophe Glaise devient l'autre victime collatérale des relations ultra tendues entre la France et l'Algérie. Le 12 novembre, Boualem Sansal est libéré après un an de détention, une libération qui suscite de l'espoir chez vous. Mercredi dernier, on l'a dit, Christophe Glaise repassait au tribunal pour son procès en appel. On était avec vous, Maxime, dans les locaux de RSF ce jour-là. Vous suiviez le procès à distance, pendant que vous, Francis et Sylvie, vous étiez dans la salle d'audience à Tizi Ouzou, où vous apprenez en direct que Christophe est condamné en appel à 7 ans de prison. 2 jours plus tard, Emmanuel Macron s'exprime sur cette décision depuis la Chine. Je veux ici dire la très grande préoccupation avec laquelle nous avons pris connaissance du jugement. Il est excessif et il est injuste. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Étienne, tu connais bien Christophe. Et ce soir, c'est important de parler de l'homme aussi qu'il est. Oui, Christophe, je le connais bien, puisqu'on a écrit un livre ensemble en 2019, les foufous du sport. On aurait dû avoir un prix Albert Londres, selon moi, mais on n'a pas pris. Donc à ce moment-là, on a passé énormément de temps ensemble à écrire, à réfléchir, et puis à se marrer surtout, parce que voilà, Christophe, c'est surtout un gros rigolo avec qui on a passé de très très belles soirées. Et comme en plus tous les deux on est fans de foot et de Paris, on a passé des heures à parler du PSG ensemble. Puis c'était une période aussi compliquée pour moi et il était toujours
Il avait toujours les bons mots pour me redonner le sourire. Il m'a permis un peu de surmonter aussi toute cette époque-là. Toujours très optimiste et j'espère qu'il garde cet optimisme malgré les circonstances actuelles. Donc voilà, Christophe, c'est un vrai journaliste passionné par son métier, par le foot, par l'Afrique. Et c'est surtout un mec en or qui est toujours là pour les copains. Donc il faut d'autant plus aujourd'hui lui montrer que nous aussi, on est là pour lui à ce moment-là. Et puis j'espère qu'il sera rapidement avec nous pour qu'on puisse reboire des coups. Oui. Et puis enfin fêter ensemble la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions. Ça c'est annexe. Non mais ça, regarde, ça c'est sa dernière photo, la dernière photo qu'on a de lui avant son incarcération. Pour lui. Et il avait donc quand même vu la victoire du PSG en finale de Ligue des Champions. Mais j'espère qu'il pourra rentrer rapidement en France et qu'on fêtera ça. Est-ce que je peux vous demander comment va Christophe ? Comment va Christophe depuis mercredi ? Est-ce que vous avez pu passer du temps avec lui ? Et est-ce que vous, Maxime, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger quelques mots avec lui ? Malheureusement non. Après, mes parents étaient sur place. À l'annonce du verdict, il s'est fait entourer de la police et mes parents n'ont pas pu avoir ni un petit câlin, ni une petite parole. Donc ça a été un au revoir un peu abrupt. Donc nous, on était démoralisés, mais le lendemain, son avocat français a pu le voir dans la prison. Et ça nous a beaucoup réchauffé le cœur parce qu'il est encore incroyable. Il avait le sourire en disant qu'il a senti qu'il était énormément soutenu. Et donc, l'avocat a été bluffé de voir de son optimisme. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi mercredi. On vient d'une famille assez optimiste. Et donc, malgré la tragédie qui s'opère sur nous, eh bien, voilà, dès qu'il y a un petit peu d'espoir, on va s'accrocher dessus et on espère sa libération la plus vite possible. Le cardinal Vesco est allé le voir. C'est pour nous une personne qui compte énormément parce qu'il a un lien très très fort avec Christophe. Et il nous a dit cette parole de Christophe qui relate exactement son optimisme, c'est de dire que lors du procès jusqu'au verdict, il a passé une journée merveilleuse parce qu'il nous a vus avec Valentine, sa compagne, Francis et moi, nous serrer la main et il dit que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour lui de nous voir. Est-ce que vous avez pu échanger un regard ? Maxime a dit que vous n'aviez pas parlé, mais... On a échangé tout le long du procès qui a duré de 9h du matin jusqu'au verdict à 18h15. On a échangé des baisers avec lui, des sourires. De loin. De loin. Il ne pouvait pas, bien sûr, il ne pouvait pas lever les mains parce qu'il était menotté. Mais en tout cas, il nous faisait des baisers avec sa bouche. Et ça, c'était très important pour nous. Est-ce que vous connaissez ces conditions de détention ? Je crois qu'il a un codétenu, c'est ça ? Oui, un codétenu malien avec lequel il s'entend très bien. Et ça, effectivement, ça nous rassure parce que il retourne en prison, il n'est pas seul dans sa cellule. Et avec ce codétenu, il a échangé énormément de liens, d'amitié. Il lui apprend le français, voilà, les échecs. Voilà, et donc... On va parler des échecs aussi. Voilà. Dans 2 minutes. Mais est-ce que vous pouvez lui envoyer des lettres, des livres est-ce que vous pouvez comment vous pouvez communiquer avec lui ? On peut toujours lui envoyer des lettres et des livres. Elles arrivent toutes ? Elles arrivent toutes à la prison, oui. La prison ? Oui, mais pas dans sa cellule. Donc, il n'y en a aucune qui arrive dans la cellule ? Si, ça arrive au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il reçoit des monceaux de lettres. Elles arrivent au compte-gouttes et on ne sait pas suivant quelle logique, ça c'est un mystère. Quant aux livres, on lui en a amené plusieurs, effectivement. Quand ils sont trop gros, ils ne lui sont pas remis parce que la censure n'a pas le temps de les lire. Et donc par conséquent, on ne lui remet pas les gros livres. Donc on lui remet des petits livres, des mots croisés, des choses comme ça. Mais il est évident que le gros problème pour Christophe, enfin en tout cas ce qui le fait souffrir le plus, c'est qu'il est complètement coupé du monde extérieur. Et donc il ne peut pas communiquer, il ne peut pas écrire. Lui, il ne peut pas communiquer. Non. Mais est-ce qu'il sait qu'on parle de lui dans les médias ? Est-ce qu'il sait qu'on parle de lui ce soir ? Est-ce qu'il sait que... Il sait tout ça ? D'abord, je voudrais vous remercier parce que vous avez eu le courage d'afficher depuis quelque temps ces jours de détention et je vous en remercie. Je vous suis très reconnaissante parce que je trouve normal. Non, mais je trouve que c'est vraiment un très bel acte. Il le sait.
C'est pas du courage de notre part, c'est normal. Son avocat, il le sait, son avocat, Maître Amirouche Bakouri, lui dit toute la mobilisation du monde du sport, où il en est extrêmement reconnaissant, et voilà. Et comment on peut l'amplifier, cette mobilisation, Maxime ? Eh bien déjà... Déjà en venant ici et puis en parlant. Totalement. Après, on a envie d'avoir une mobilisation énorme et j'ai l'impression que le monde du foot peut avoir un impact très fort. Donc si il y a tous les clubs de foot en France, dans le monde entier, s'il pourrait y avoir une journée pour mon frère, parce que il reste quand même un journaliste sportif et c'est vrai que, voilà, je dis n'importe quoi, une journée dédiée avec sa tête sur le t-shirt. Là, on le voit au Parc des Princes. En tout cas, oui, en fait, on ne voulait pas trop prendre la parole, mais comme on est un peu au pied du mur, on se dit, voilà, si ça va pas avoir un élan... Vous avez des échanges avec des personnalités importantes du monde du foot, des joueurs, ce genre de choses, par exemple, qui pourraient vous aider ? Ça commence, disons qu'il y a 8 clubs déjà de Ligue 1 qui se sont prononcés pour soutenir Christophe avec des manifestations diverses. Le premier étant le GC Nice, et donc les autres ont commencé à suivre. Mais maintenant, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Donc il faudrait que toute la Ligue 1 soit mobilisée pour Christophe. Ça avance et on va y arriver. Il y a un tas de signes qui nous le montrent. En tout cas, on est en contact avec les responsables de la Ligue 1, la Fédération française de football, etc. Ça avance et donc on peut penser qu'on va passer la surmultiplier sur ce registre. Maintenant, il reste un point, c'est le contact avec les stars. Alors là, les stars, nous, on les admire quand ils sont sur un terrain de foot. On aimerait les admirer encore plus quand ils sont hors du terrain de foot. Et donc là, c'est pratiquement impossible d'obtenir de leur part une prise de position qui n'est pas politique. On ne leur demande pas, surtout pas de faire de la politique, mais simplement c'est une question humanitaire. Comment vous expliquez leur silence dans ce cas ? Je pense qu'ils ont peur de s'exposer politiquement. J'imagine que c'est un milieu compliqué et cruel, ce milieu-là, et donc qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer pour cela. Il y en a d'autres qui ont des liens avec l'Algérie et qui ne veulent pas mettre en difficulté leur famille ou ceux qui sont restés en Algérie, par exemple. Oui, je voulais dire que hier, j'ai écrit une lettre personnelle au président du PSG pour lui demander justement son humanité et son intervention. Je pense que c'est très important et je me devais de le faire. Et bon, puis, on va voir. On prendra des nouvelles. Voilà. On prendra des nouvelles. Juste, ce matin, vous étiez au Quai d'Orsay ? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'ils ont été rassurants ? Qui vous a reçu ? Jean-Noël Barrot, très bien, le ministre. avec ses conseillers. Et donc, oui. Est-ce qu'ils ont été rassurants déjà ? Oui, parce que le cas de Christophe maintenant, c'est quand même, je dirais, une affaire d'État. Donc c'est très important. Ils sont rassurants. Ils vont voir toutes les stratégies possibles. Ce qu'on demande de nous et ce qu'ils disent, c'est que la mobilisation du monde du sport et des journalistes est capitale pour la libération de Christophe. Est-ce que l'ultime espoir aujourd'hui, c'est la grâce présidentielle comme Boualem Sansal ? Est-ce que vous attendez ça ? Est-ce que vous espérez ça ? Ou il y a d'autres options sur la table ? Il y en a plusieurs, mais l'option principale, c'est sa libération et donc la grâce. Ça, c'est tout à fait clair. Alors après, il peut y avoir des aménagements de peine, il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais nous sommes en train, pour l'instant, d'en parler avec ses avocats, puisqu'on doit prendre une décision d'ici jeudi midi, très exactement, pour savoir si on fait un recours en cassation ou pas. C'est une décision qu'on ne peut pas prendre à la légère, parce qu'elle a beaucoup d'implications. On se décidera d'ici mercredi soir, en liaison avec ses avocats. J'ai une dernière question plus légère. Est-ce que Maxime, vous pouvez nous parler de chessboxing ? C'est quoi cette histoire ? Et je crois que vous en faites aussi avec lui, non ? Exactement, c'est avec Étienne, quand ils ont fait les foufous du sport, Christophe a découvert ce sport. C'est le mélange des échecs et de la boxe. Donc j'étais avec l'équipe de France. Et je me suis Qui a inventé ce jeu ? Enki Bilal. Je me suis fait casser la gueule par un Américain, un boxeur pro américain, pour mon frère, et en Serbie, au fin fond de la Serbie.
Voilà, mais en tout cas, j'y suis allé vaillamment. Bon, j'étais meilleur que lui aux échecs, j'avais une position écrasante. Mais en boxe, je me suis fait rouler dessus. Mais je reviens l'année prochaine, voilà, avec des velléités plus fortes. Mais voilà. Le t-shirt, ça a permis de voir le t-shirt que Exactement. vous souhaitez que tout le monde porte. Comme ça, c'est passé à la TF1 Serbie et tous les Serbes sont au courant de cette histoire en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Oui, allez-y, pardon. Allez-y. J'aimerais rajouter deux petites choses, si vous le Allez-y, permettez. bien sûr. Oui. La première chose, c'est que nous tenons, nous, toute la famille, à remercier Reporters sans frontières. RSF, pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Ce sont des gens extraordinaires. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais vous signaler la publication d'un numéro spécial de la revue SoFoot le 18 décembre prochain. Ça sera un numéro spécial dédié au football africain, dans lequel ils vont reprendre dans le magazine dans lequel travaille Christophe. Dans ce numéro spécial du foot africain, ils vont reprendre des articles de Christophe. Et il y a donc aussi une introduction qui est dédiée à Christophe. Voilà, donc ce numéro de SoFoot, c'est important. Parce qu'il est fou de foot et fou d'Afrique, de territoire africain. Les deux, voilà. Il me permet juste une dernière chose, une pensée à sa copine Valentine Martin, qui vit aussi des moments très difficiles à Toulouse. Et voilà, Christophe, on t'aime et on se battra jusqu'au bout.